exemple 1, par exemple, on pourrait se dire soit un ensemble A constitue les éléments suivants 1, 2, 3, par exemple. Et on nous demande de combien de façons peut-on former des couples de deux chiffres distincts à partir des éléments de A. De combien de façons peut-on former des couples de deux chiffres distincts à partir des éléments de A. Alors, voilà un petit exemple comme ça. Dans l'énoncé, on vous dit de combien de façons. Ça veut dire que c'est le dénombrement. On veut savoir combien de dispositions possibles on peut avoir à partir des éléments d'un ensemble fini qui est A. De combien de façons peut-on former des couples de deux chiffres distincts à partir des éléments de A? Dans l'énoncé, on précise qu'on veut les couples de deux chiffres distincts. Cela vous fait déjà comprendre qu'on ne peut pas avoir un couple où il y a deux chiffres qui se répètent. Le mot distinct voudrait vous faire comprendre que c'est sans répétition du genre. Alors, cela voudrait dire que de façon manuelle, même si on ne connaissait pas la formule directe, un couple de deux chiffres distincts, ça voudrait dire que voici les éléments de A, il va falloir qu'à chaque fois on prend deux éléments, en se rassurant qu'ils sont bien évidemment distincts. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on peut avoir le couple 1-2, on peut avoir le couple 1-3, on peut avoir le couple 2-3, on peut avoir le couple 2-1, ensuite le couple 3-1, le couple 3-2. Voilà par exemple ce qu'on pourrait répertorier, en se rassurant bien entendu que les chiffres sont distincts. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que dans un même couple, on trouve deux mêmes chiffres. Donc, ça veut dire que lorsqu'on répertorie comme je viens de le faire, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on pourra dire qu'il y a 6 façons de former des couples de deux chiffres distincts à partir des éléments de A. Mais là, non seulement on a trouvé le nombre de façons, mais nous avons également listé ces différents couples. Une façon de faire, ou alors la manière qu'il fallait répondre à la question, était tout simplement de donner le nombre. La question était de savoir de combien de façons peut-on former des couples de deux chiffres distincts à partir des éléments de A. C'est-à-dire que l'énoncé vous permet de comprendre que vous êtes dans un cas des arrangements sans répétition, étant donné que les couples doivent être distincts. Alors, si nous procédons à l'arrangement sans répétition de P éléments parmi N, P, c'est qui? C'est le nombre d'éléments qui doivent appartenir au couple, c'est-à-dire 2, sur N qui est l'ensemble ou le nombre d'éléments qui appartiennent à l'ensemble A, c'est-à-dire arrangement de 2 dans 3. Parce qu'un couple, c'est deux chiffres et l'ensemble A en a 3. Donc, arrangement sans répétition de 2 dans 3, qui sera tout simplement factoriel 3 sur 3 moins 2 factoriel, qui sera égal factoriel 3 sur factoriel 1 égale 6. Donc, ça veut dire que de combien de façons peut-on former les couples de deux chiffres distincts à partir des éléments de A? Il y a 6 façons ou 6 couples que l'on peut trouver. Pour le même ensemble, on aurait pu dire combien de couples de deux chiffres peut-on former à partir des éléments de A, sans préciser que les chiffres devaient être distincts. Alors là, on devait prendre en compte tous les couples possibles et ça devait tout simplement nous renvoyer aux arrangements avec répétition. Ça veut dire qu'on pourrait avoir également les couples où les chiffres se répètent. Et dans ce cas-là, on va dire arrangement avec répétition de P éléments dans N serait arrangement de 2 dans 3, tout simplement 3 au carré, qui serait égal à 9. Dans le cas du dénombrement, il suffirait d'augmenter simplement les couples 1, 1, 2, 2 et puis 3, 3. Et si l'on compte, on va bel et bien trouver 9 couples. Donc, pour ce premier exemple, voilà comment distinguer les arrangements sans répétition, les arrangements avec répétition. Prenons un deuxième exemple. On peut par exemple vous demander quel est
la capacité théorique de la téléphonie mobile au Cameroun? Par exemple, une question comme ça, un exercice. Quelle est la capacité théorique de la téléphonie mobile au Cameroun? Alors, à dit comme ça, on ne saurait même pas ce qu'on demande de faire. Mais il faut tout simplement comprendre que lorsqu'on vous demande quelle est la capacité théorique de la téléphonie mobile au Cameroun, c'est pour dire que combien de personnes environ peuvent disposer d'un numéro de téléphone? Ou alors, de façon théorique, combien de numéros de téléphone les entreprises de télécommunications peuvent-ils mettre sur pied ou bien peuvent-ils mettre à la disposition des populations camerounaises? Donc, quelle est la capacité théorique de la téléphonie mobile au Cameroun? C'est de savoir de façon théorique combien de numéros de téléphone les entreprises de télécommunications peuvent-ils mettre à la disposition des Camerounais. Alors, pour ce faire, c'est simple. Il suffit de savoir comment est-ce qu'est composé un numéro de téléphone. Alors, je vais, par exemple, simplifier la tâche en prenant mon propre numéro. On va peut-être dire 611 34 29 64. Un autre numéro au hasard comme ça. On pourrait dire 699, c'est pas peut-être 0, peut-être 01, peut-être 34 et peut-être, je sais pas moi, 27. Comme ça là, par exemple. Voilà deux formulations possibles de numéros camerounais. Déjà, on peut compter le nombre de chiffres que contient un numéro. On aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chiffres. C'est-à-dire chaque numéro de téléphone camerounais dispose de 9 chiffres. Maintenant, si on veut regarder quels sont les chiffres qui sont généralement utilisés pour composer un numéro, on verra par exemple à travers le premier numéro, il y a 6, 7, 1, 3, 4, 2, 9, 6, 4, deuxième 6, 9, 0, 0. On comprend donc que les numéros sont formés en prenant les combinaisons de chiffres allant de 0 à 9. On va choisir là-bas entre 0 et 9 et former un numéro. Alors, si on part de 0 à 9, nous allons nous rendre compte qu'il y en a 10 chiffres. 0 lui-même étant le premier chiffre. Si on compte de 0 à 9, on va se rendre compte qu'il y en a 10 chiffres. 10 chiffres disponibles. Ça veut dire pour formuler un numéro, on doit choisir 9 chiffres parmi 10. Maintenant, quelle est la composition des numéros? Si on regarde uniquement le premier numéro, déjà même le premier numéro également, oui, il est déjà biaisé, pas grave. Mais en tout cas, on se rend compte que dans un numéro, un même chiffre peut apparaître deux fois. Dans le premier numéro, par exemple, 4 apparaît deux fois. Dans le deuxième numéro, 9 apparaît deux fois. On se rend donc compte qu'il y a répétition. Les numéros de téléphone au Cameroun se font d'un processus avec répétition parce que les chiffres peuvent se répéter dans le même numéro. Alors, trouver donc la capacité théorique du numéro de la téléphonie mobile au Cameroun, il suffirait tout simplement de faire un arrangement avec répétition de 9 éléments choisis parmi 10. Donc, le résultat serait seulement arrangement avec répétition de 9 éléments parmi 10 qui fait 10 puissance 9. Donc, on pourrait dire 1 milliard. Ça veut dire que les entreprises camerounaises, en théorie, peuvent avoir 1 milliard de numéros à mettre à la disposition des Camerounais. Donc, voilà comment comprendre certains exercices de dénombrement. Parce que c'est ça le dénombrement, il faut compter, il faut trouver le nombre de façons possibles qu'on peut avoir une information. Donc, il y a 1 milliard de façons possibles de formuler un numéro camerounais. En guise d'exemple 3, soit un ensemble A constitué par exemple des éléments voici. Soit un ensemble A constitué des éléments 1, 1, 1, 3, 3, 4. Trouvez le nombre de permutations possibles des éléments de A. Soit A, un ensemble formulé des éléments 1, 1, 1, 3, 3, 4. Trouvez le nombre de permutations possibles des éléments de A. Alors, lorsqu'on parle de permutations, on peut se référer aux permutations sans répétition, des permutations avec répétition.
Lorsque nous observons la composition des éléments de A, nous nous rendons compte que les chiffres sont doublés. 1, par exemple, apparaît 3 fois et 3 apparaît 2 fois. Ce qui laisse déjà penser qu'il faut utiliser les permutations avec répétition. Dans ce cas, on va dire trouver le nombre de permutations possibles obtenues à partir des éléments de A. A comporte 3 éléments, l'élément 1, l'élément 3 et l'élément 4. L'élément 1, lui, il apparaît 3 fois. Ça veut dire que c'est son N1, le nombre de fois, c'est 3. L'élément 3, lui, il apparaît 2 fois. Ça veut dire le nombre de fois que l'élément 3 apparaît, c'est 2 fois. Et l'élément 4, lui, il apparaît une seule fois. Et l'ensemble d'éléments que contient A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire que N égale à 6. La taille de l'échantillon, le nombre d'éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le nombre d'éléments de l'ensemble A, N est égal à 6. Et lorsqu'on veut donc appliquer les permutations des éléments de A, nous appliquons la formule que nous avons vue tout à l'heure. Ça fait N1 factoriel, N2 factoriel, N3 factoriel. Il s'agit là des permutations avec répétition. N factoriel, N étant 6, N1 étant 3, N2, 2 et N3, 1. Souvenez-vous, nous avons vu dans le cours que N est égal à N1 plus N2 plus N3. Si nous l'appliquons, nous allons bel et bien nous rendre compte 3 plus 2 plus 1 égale, bien entendu, 6. Alors, permutation avec répétition parce que l'élément 1 se répète, l'élément 3 se répète. Donc, ça nous fait penser à appliquer les permutations avec répétition dont la formule est donnée ainsi que suit. Ça fait donc factoriel 6 sur factoriel 3 fois factoriel 2 fois factoriel 1. Bon, on aurait pu utiliser une calculatrice, mais bon, nous n'en avons pas. Nous allons décomposer et faire des simplifications. Donc, dans le cours, j'ai dit, lorsque vous avez par exemple factoriel n, il fallait se rendre compte que factoriel n, c'était n fois n-1 fois n-2. Si vous vous arrêtez en cours de route, vous mettez factoriel. Sinon, vous pouvez aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire n fois n-1. Même là, on peut toujours s'arrêter. Il suffira de mettre ce factoriel. Ou alors, on continue, fois n-2 fois n-3, ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtient 1, en fait. Ça veut dire que si j'ai factoriel 6 que je vais décomposer, je dirais simplement que c'est quoi? 6 fois 5 fois 4 fois 3 factoriel. Je vous ai dit, si on s'arrête en cours de route, on met factoriel. Ou à défaut, on descend jusqu'à 1. Ça veut dire que je pouvais dire quoi? 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ou alors je peux simplement dire 6 fois 5 factoriel. Si je m'arrête en cours de route, je mets juste factoriel. Donc je m'arrête à 3, je laisse factoriel. Donc factoriel 3, factoriel 2 fois factoriel 1. Factoriel 3 peuvent partir. C'est pour ça que je me suis arrêté à 3. Factoriel 2, c'est 2. Je peux simplifier avec un 2 ici. Il va me rester 2 fois 5, 10 fois 6, 60. Donc, finalement, 60. Ça veut donc dire le nombre de permutations que l'on peut obtenir à partir des éléments de A, c'est 60 permutations. 60 permutations. Alors, pour ce qui est de notre quatrième exemple, il serait ici question de déterminer ce qu'on appelle les anagrammes. Donc, on pourrait dire combien d'anagrammes peut-on former à partir des lettres du mot mathématique d'une part et des lettres du mot Patrick d'autre part. Donc, lorsqu'on parle d'anagramme, il s'agit tout simplement des mots qui peuvent avoir un sens ou non obtenus à partir des lettres d'un autre mot. Donc, quels sont les mots que nous pouvons obtenir à partir des lettres du mot mathématique? Combien de mots alors est-ce que nous pouvons former dans ce sens? Et ensuite, combien de mots également nous pouvons obtenir à partir des lettres du mot Patrick? C'est ça qu'on appelle les anagrammes. Donc ici, nous allons simplement dire déterminer les anagrammes du mot mathématique, puis ceux du mot Patrick. Alors, commençons par les anagrammes du mot mathématique. Il s'agit donc de trouver le nombre de mots possibles
que nous pouvons former à partir des lettres du mot mathématique. Pour ce faire, on va donc dénombrer le nombre de fois qu'apparaît chaque lettre dans le mot mathématique. Alors, voici mathématique. Si on prend la lettre M, on ne tient pas compte de la majuscule ni de la minuscule. La lettre M apparaît combien de fois dans le mot mathématique? On a une fois, deux fois. Donc on dira deux fois. Ensuite, nous prenons la lettre A. La lettre A apparaît combien de fois dans le mot mathématique? On dira une fois, deux fois. Ensuite, nous prenons la lettre T. Elle apparaît combien de fois dans le mot mathématique? Une fois, deux fois. Ensuite, nous prenons la lettre H. Elle apparaît combien de fois dans le mot mathématique? Une fois. Ensuite, nous prenons la lettre E. Ici, on ne tient pas compte de l'accent aigu. Donc, la lettre E apparaît combien de fois dans le mot mathématique? Une fois, deux fois. Ensuite, nous prenons la lettre I qui apparaît combien de fois? Une seule fois. Ensuite, nous prenons la lettre U qui apparaît combien de fois? Une seule fois. Nous pensons qu'on va utiliser toutes les lettres. Oui. La lettre Q. La lettre Q qui apparaît combien de fois dans le mot mathématique? Une fois. Voilà. M, A, T, H, E, I, Q, U. Oui, cette fois-ci, je pense que nous avons utilisé toutes les lettres du mot mathématique. Nous allons maintenant compter l'ensemble des lettres. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, nous avons n est égal à 12. Et on sait que l'addition des différentes fois que chaque lettre apparaît doit donner le total pour être sûr de n'avoir rien oublié. Donc 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ça veut dire que nous n'avons rien oublié, nous avons tout pris en compte. Et maintenant, étant donné que dans le mot mathématique, il y a des lettres qui se répètent, ça veut dire que trouver donc l'ensemble d'anagrammes du mot mathématique fera appel à quoi? Aux permutations avec répétition. Puisque nous avons des lettres qui apparaissent plus d'une fois. Alors, le nombre d'anagrammes du mot mathématique sera donné par permutation avec répétition, dont la formule est donnée par n factoriel, n1 factoriel, n2 factoriel, n3 factoriel, ainsi de suite, jusqu'à n8. n8 factoriel. Donc, ça voudrait dire que le nombre de permutations serait 12 factoriel sur n1 factoriel, c'est 2 factoriel, 2 factoriel, 2 factoriel, 1 factoriel, 2 factoriel, 1 factoriel, 1 factoriel, 1 factoriel. Voilà. Maintenant, il va falloir calculer ceci. Alors, nous venons donc de trouver ainsi le nombre d'anagrammes possibles du mot mathématique. C'est pour dire que en utilisant les lettres du mot mathématique, on peut former 29 937 600 autres mots. Voilà donc la procédure à appliquer lorsqu'on veut déterminer les permutations des lettres d'un mot avec répétition. Maintenant, nous prenons le mot Patrick. Le processus est le même, sauf qu'ici, dans le mot Patrick, il n'y a pas de lettre qui apparaît deux fois. Nous avons P une fois, A une fois, T une seule fois, R une fois, I une fois, C une fois, K une seule fois. Il n'y a pas de répétition. Donc, trouver les permutations des lettres du mot Patrick ou les anagrammes du mot Patrick reviendra tout simplement à effectuer quoi?
permutation des lettres du mot Patrick sans répétition, étant donné qu'il n'y a pas de lettre qui apparaît deux fois. Donc, pour le cas de anagramme du mot Patrick, nous aurons permutation tout simplement factoriel 7, puisqu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Permutation sans répétition, c'est n factoriel. Nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n égale 7. Donc, le nombre de permutations, c'est tout simplement factoriel 7. Alors, prenons un autre exemple. Exemple 5. Pensons. On va dire exemple. On vous dit, 6 candidats se présentent à un concours pour lequel il y a 3 places. Ça veut dire on veut retenir 3 candidats. Et on vous demande alors combien y a-t-il de listes possibles dans les cas suivants. Et le premier cas, on vous dit qu'on ne tient pas compte du rang d'admission. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, voilà un concours qui est lancé. 6 personnes sont prêtes à compétir. Mais le concours ne veut retenir que 3. On vous demande combien de listes, ça veut dire combien de listes de 3 noms, puisque c'est 3 personnes qui doivent réussir le concours. Combien de listes de 3 noms est-ce qu'on peut obtenir dans le cas où on ne tient pas compte du rang d'admission? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit qu'on ne tient pas compte du rang d'admission, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas d'ordre. On ne va pas dire, bah, c'est le premier, voilà le deuxième, voilà le troisième. Non, on veut seulement dire, voilà les gens qui ont réussi, 3 personnes. Ça veut dire qu'il est possible d'aller parmi les 6, piquer 3 tout simplement et dire que voilà ceux qui ont réussi le concours. Ça veut donc dire ici quoi? Déjà, on va savoir que ce n'est pas un concours de type camerounais. Une personne ne peut passer au concours 2 fois. Donc, ça voudrait dire qu'une personne ne peut passer le concours qu'une seule fois. On ne peut pas avoir un nom 2 fois. Alors, si on ne tient pas compte du rang d'admission, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre. On ne va pas dire que voilà le premier, voilà le deuxième, voilà le troisième. On veut juste 3 personnes qui ont eu le concours. Cela vous fait penser à quoi? Tout simplement aux combinaisons. Étant donné qu'on ne tient pas compte de l'ordre, ça veut dire qu'on pense aux combinaisons. Donc, trouver le nombre de listes possibles d'admis. Dans le cas où on ne tient pas compte du rang d'admission, reviendrait tout simplement à faire combinaison de 3 éléments choisis parmi 6. Ça veut dire on fait les combinaisons de 3 étudiants qu'on choisira parmi les 6 candidats. Et là, ça donnera tout simplement factoriel 6 sur factoriel 3 fois 6 moins 3 factoriel. Donc, ça va donner factoriel 6 sur factoriel 3 fois factoriel 3. Donc, ça va donner 6 fois 5 fois 4 fois 3 factoriel sur factoriel 3 factoriel 3. Factoriel 3, ça fait 6. Factoriel 3, 3 fois 2 fois 1, ça fait 6. Donc, ça part avec ça. 5 fois 4, 20. Donc, nous aurons 20 listes. Donc, nous aurons 20 listes. Ça veut dire, dans le cas où on ne tient pas compte du rang d'admission, il y a 20 listes possibles que nous pouvons avoir. Il y aura 20 listes possibles. Et maintenant, le deuxième cas, c'est dans le cas où on tient compte du rang d'admission. Le deuxième cas maintenant, on tient compte du rang d'admission. On tient compte du rang d'admission. On tient compte du rang d'admission. Donc, l'énoncé est le même. 6 candidats se présentent à un concours pour lequel on n'en a besoin que de 3 qui seront retenus comme étant admis. Combien de listes possibles nous pouvons obtenir dans le cas cette fois-ci où on tient compte du rang d'admission? Si on tient compte du rang d'admission, ça veut dire bien entendu qu'on aura besoin d'un premier, d'un deuxième et d'un troisième. S'il y a le premier, le deuxième et le troisième, ça veut donc dire qu'il y a l'ordre. Et lorsqu'il y a l'ordre, ça veut donc dire qu'on pense aux arrangements sans répétition parce que quelqu'un ne peut pas passer le concours 2 fois. Donc, arrangement sans répétition de 3 éléments choisis parmi 6. Arrangement sans répétition de 3 dans 6, ça fait factoriel 6 sur 6 moins 3 factoriel. Ça fait factoriel 6 sur factoriel 3. Ça va faire 6 fois 5 fois 4 fois 3 factoriel sur
facteur réel 3. Ça fait 6 fois 5, 30. 30 fois 4, 120. Donc, 120 listes possibles. Donc, dans le cas où on tient compte du rang d'admission, ça veut dire qu'on peut avoir 120 listes possibles. Alors, prenons un autre exemple. Si on de mieux asseoir les notions. On nous dit soit un ensemble A, que voici, soit un ensemble A qui est donné par A, B, C, D, E. Première question, combien de mots de 2 lettres peut-on former avec les éléments de A? Première question. Combien de mots de 2 lettres peut-on former avec les éléments de A? Deuxième question. Parmi eux, combien sont formés d'une consonne et d'une voyelle dans l'ordre? Ensuite, d'une voyelle et d'une consonne dans l'ordre. Ensuite, de 2 voyelles. Et enfin, de 2 consonnes. Troisième question, reprendre la question 1 si les lettres sont distinctes. Alors, j'ai profité de cet exercice pour attirer votre attention sur des exercices que généralement, avant de commencer à traiter un exercice, lisez toujours jusqu'à la fin. Même si vous lisez la première question et que vous pouvez déjà la résoudre, ne traitez pas directement, allez d'abord lire tous les exercices. Parce que la dernière question peut modifier le sens de la question, de la première en tout cas. Parce que regardez à la dernière question de cet exercice, on vous dit reprendre la question 1 si les lettres sont distinctes. C'est pour vous faire comprendre que à la question 1, il faut plutôt considérer que les lettres sont non distinctes. Puisqu'on vous dit reprendre la question 1 si les lettres sont distinctes. Ça veut dire qu'à la première question, ça veut dire qu'il faut traiter l'exercice comme si les lettres sont d'abord non distinctes. Or, si on traitait directement, on pouvait se tromper d'analyse. Donc, un petit conseil, c'est qu'avant de traiter un exercice, il est de bon ton et prudent de lire d'abord toutes les questions de l'exercice avant de se lancer dans sa résolution. Alors, commençons alors la résolution en prenant en compte la troisième question qui nous a dit de reprendre la question 1 si les lettres sont distinctes. Ça veut dire qu'on va donc se comporter comme si les lettres ne sont pas distinctes. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Distinct, c'est pour dire ça ne se répète pas. Ça veut dire qu'une même lettre n'apparaît pas 2 fois, c'est distinct, c'est séparé, c'est différent. Donc, quand ce n'est pas distinct, c'est pour dire qu'on peut se répéter, on peut avoir les mêmes choses. Tout ce qu'il faut comprendre par distinct, non distinct. Alors, maintenant on dit, première question. On dit à la première question, combien de mots de 2 lettres peut-on former avec les éléments de A? Voici les éléments de A. A combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5 éléments. On nous dit combien de mots de 2 lettres peut-on former avec les éléments de A? Quand je descends à la troisième question, on nous demande de reprendre la question 1 si les lettres sont distinctes. C'est pour dire que initialement, les lettres ne sont pas distinctes. Les lettres n'étant pas distinctes, ça veut dire par exemple que AA, c'est un mot. BB, c'est un mot. CC, c'est un mot. DD, c'est un mot. EE, c'est un mot. Alors, il y a donc répétition. Alors, on comprend aisément que le nombre de mots de 2 lettres que l'on peut former avec les éléments de A n'est rien d'autre qu'un arrangement avec répétition des éléments de A, donc de 2 pris parmi 5. Puisque nous avons 1, 2, 3, 4, 5, ça veut dire l'ensemble c'est n égale à 5. Et donc, première question, ça serait tout simplement arrangement avec répétition de 2 dans 5, qui sera 5 au carré tout simplement 25. Donc, combien de mots de 2 lettres peut-on former avec les éléments de A? C'est 25 mots. Arrangement de 2, puisque le mot doit avoir 2 lettres. Le 2 là, c'est le nombre de lettres du mot. Pris parmi 5 parce que A comprend 5 lettres. Donc, il faut donc prendre 2 parmi 5.
étant donné que les lettres sont non distinctes, ça veut dire qu'on peut retrouver les mots où les lettres se répètent, comme par exemple le mot AA ou le mot BB. C'est pour ça que ça donne l'arrangement avec répétition. Et ça nous donne donc 25 mots. Maintenant, deuxième question. On nous dit, parmi eux, combien sont formés de 2 points à la ligne premier tiret, d'une consonne et d'une voyelle dans l'ordre. Ça veut dire, parmi les 25 mots que nous avons dénombrés, puisque c'est ça l'analyse combinatoire, c'est le dénombrement de l'ensemble des dispositions possibles à partir d'un ensemble fini. Donc, parmi les 25 mots que nous avons dénombrés, combien parmi ces 25 mots-là sont formés d'une consonne et d'une voyelle dans l'ordre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, puisque nous avons formé les mots de 2 lettres, combien parmi les mots de 2 lettres-là admet pour première lettre du mot une consonne et pour deuxième lettre du mot une voyelle? Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est d'aller dans l'ensemble en répertorier d'abord qui sont les consonnes, qui sont les voyelles, combien y a-t-il de consonnes, combien y a-t-il de voyelles. Nous savons dans l'alphabet français qu'il y en a 6 voyelles, dans lequel A, E, I, O, U et Y. Dans le cas de A, nous en avons 2. A et E, qui sont des voyelles, donc B, C, D sont des consonnes. Ça veut dire que nous avons 2 voyelles et 3 consonnes. Donc ça veut dire que l'ensemble A admet 2 voyelles et 3 consonnes. Les 2 voyelles étant A et E, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, et les consonnes étant B, C, D. Maintenant, on vous dit, parmi eux, combien sont formés d'une consonne et d'une voyelle dans l'ordre? Ça veut dire, parmi les 25 mots, il y a combien de mots dont le premier, puisqu'on a dit dans l'ordre, dont la première lettre est une consonne et la deuxième lettre est une voyelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord partir dans le nombre de voyelles, piquer une lettre, et ensuite aller dans le nombre de consonnes, piquer une lettre. C'est-à-dire qu'il suffira de faire quoi? On a dit consonne et voyelle. Voilà, on commence par la consonne. 3 puissance 1 fois 2 puissance 1. 6. Alors, 3 puissance 1, pourquoi? Parce que dans A, nous avons 3 consonnes. Le 3 là marque le nombre de consonnes. On veut prendre une lettre et c'est la première lettre qui doit être la consonne. C'est pour ça qu'on commence par fois. On met puissance 1 pour dire qu'on prend 1. Fois, en probabilité, généralement, le fois, c'est I. Lorsqu'on utilise le fois en probabilité, c'est E. Lorsqu'on va utiliser plus, ça voudrait dire ouf. Fois, c'est pour dire E. Donc, après avoir pris une lettre parmi les consonnes, donc on est sûr que la première lettre est une consonne. Et ensuite, on va maintenant prendre une lettre parmi les voyelles pour être sûr maintenant que la deuxième lettre maintenant soit une voyelle. Parce qu'on vous a dit, parmi eux, combien sont formés d'une consonne et d'une voyelle dans l'ordre. Dans l'ordre, ça veut dire que c'est le premier qui doit être la consonne et la deuxième lettre doit être la voyelle. Deuxième tiret, on inverse maintenant. On vous dit d'une voyelle et d'une consonne dans l'ordre. Ça veut dire que la première lettre doit être la voyelle et la deuxième lettre doit être la consonne. Ça veut dire qu'on inverse simplement. Ça voudrait dire simplement 2 puissance 1 fois 3 puissance 1. Et là, 6 toujours. Troisième point, on vous dit de 2 voyelles. Ça veut dire que parmi les 25 mots, il faudrait que tous les mots sont uniquement les voyelles. Il y en a combien qui sont uniquement des voyelles, dont les 2 lettres sont les voyelles. Puisqu'on a dit de 2 voyelles, il y a combien de voyelles? Il y en a 2. De 2 voyelles, ça veut dire qu'on prend les 2 lettres parmi les 2 voyelles. Et on va prendre 0 lettre parmi les consonnes. Donc, ça fera simplement 4 fois 1. 4. Et pour finir, de 2 consonnes. De 2 consonnes, ça voudrait dire qu'on prend les 2 lettres parmi les consonnes et on ne prend aucune voyelle. Donc, les consonnes, il y en a 3. On prend les 2 lettres parmi les consonnes et on ne prend aucune voyelle. Donc, 3 puissance 2, c'est pour dire que je prends 2 lettres parmi le nombre de consonnes et je prends 0 lettres parmi le nombre de voyelles. Ça me rassure que je n'ai que 2 consonnes. Et ça me fait tout simplement 9. Et là maintenant, étant donné que tous les cas de figure ont été choisis, ont été répertoriés, parce que si nous avons pris
une consonne, une voyelle. Une voyelle, une consonne. Deux consonnes, deux voyelles. Ça veut dire que nous avons utilisé tous les cas de figure possibles. Donc, pour même se rassurer si on a trouvé, on peut se dire quoi? On peut essayer d'additionner le nombre de cas par cas et voir si ça va donner les mots qu'on avait au départ. Alors, lorsque vous faites même ceci, vous pouvez toujours être dans le doute de savoir est-ce que vous avez bien dénombré, est-ce que vous avez bien choisi. Vous pouvez juste essayer de vous rassurer. Puisque ce détail prend en compte toutes les positions possibles, toutes les formulations possibles des nombres de mots qu'on pouvait avoir. Alors, vous pouvez juste additionner tous les mots pris au cas par cas et voir si ça vous donne les 25 que vous avez dénombrés dès le départ. Vous allez donc voir 6 plus 6, ça va vous donner 12, plus 4, ça va vous donner 16, et plus 9, inévitablement 25. Alors, ça vous rassure de dire que vous avez trouvé la bonne combinaison. Et là, la dernière question, on vous dit alors en question 3, reprendre la question 1 si les lettres sont distinctes. Alors, si les lettres sont distinctes, ça voudrait simplement dire qu'on ne peut plus avoir les mots où les lettres sont doublées. On ne peut plus, par exemple, avoir un mot AA ou BB ou CC ou DD. Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir ce cas-là. Les lettres étant donc distinctes, ça fait appel tout simplement aux arrangements sans répétition. Cette fois-ci, on aura donc arrangement sans répétition de 2 dans 5. Ça fera donc factoriel 5 sur 5 moins 2 factoriel, plus d'un factoriel 5 sur factoriel 3, qui nous donnera 5 fois 4 fois 3 factoriel sur 3 factoriel, et là, ça nous donnera 20. Donc, dans le cas où les lettres sont distinctes, on pourrait avoir 20 mots à partir des lettres de notre ensemble grand A. Donc, c'était tout pour cet exercice et c'est également tout pour cette première séance qui marque ainsi la fin de notre premier chapitre en ce qui concerne notre cours de probabilité du niveau 1. Et ce chapitre portait sur les éléments d'analyse combinatoire. Il est alors à retenir dans ce chapitre que l'élément phare qui vous permettra de distinguer facilement quel outil utiliser, c'est de regarder si l'ordre intervient dans vos différents exercices. Si on prend en compte l'ordre, si les éléments sont ordonnés, il faut savoir que vous avez deux outils à votre appui. Soit vous utilisez les arrangements, soit vous utilisez les permutations. En fonction que les dispositions seront traitées avec répétition ou sans répétition, vous allez également savoir si vous allez utiliser les arrangements avec répétition ou sans répétition. Et dans le cas où l'ordre n'intervient pas, les éléments sont pris dans le désordre ou alors sont pris simultanément, avec ou sans remise, vous allez savoir directement qu'il faudra appliquer les combinaisons. Donc, le but de ce chapitre d'éléments d'analyse combinatoire est de fournir aux étudiants les différentes techniques pour choisir sereinement entre l'utilisation des arrangements, des permutations et des combinaisons dans la résolution des exercices de dénombrement. Ainsi, nous marquons